Ceux qui vivent près des étangs et des marécages parlent de ces lumières avec crainte et respect. Dans le paysage tranquille du Loir-et-Cher, où les champs s'étendent à perte de vue et où les bois offrent leur ombre aux promeneurs, se dresse un lieu que les anciens désignent avec une certaine appréhension, le Biringue de Vaujours. Ce nom étrange, chargé de mystère, désigne une zone où les phénomènes inexplicables se sont multipliés au fil des siècles. Les récits entourant le Biringue remontent à une époque lointaine, où les terres étaient encore sauvages et peu exploitées. Dès le Moyen Âge, on parlait d'étranges lumières qui apparaissaient à la tombée de la nuit, dansant silencieusement au-dessus des champs, s'évanouissant au moindre bruit. Ces lueurs semblaient suivre un schéma, réapparaissant toujours aux mêmes endroits, troublant les paysans qui évitaient la zone dès que le soleil disparaissait derrière l'horizon. Mais ce qui fit du Biringue une énigme inquiétante, ce fut la disparition inexpliquée de plusieurs voyageurs. L'un des premiers cas documentés remonte au XVIIe siècle. Un colporteur, un certain Mathieu de la Fosse, connu pour ses allées et venues régulières entre les villages voisins, disparut sans laisser de traces alors qu'il devait traverser cette zone. Son cheval fut retrouvé quelques jours plus tard, errant près d'une ferme, mais de l'homme, aucune nouvelle. On fouilla les alentours, explorant chaque sentier, chaque bosquet, mais il s'était comme volatilisé. Les événements se succédèrent au fil des décennies. Au VIe siècle, un berger rapporta avoir vu une silhouette indistincte errer dans les champs en pleine nuit, immobile sous la lumière de la lune. Lorsqu'il s'en approcha, la forme disparut en un clin d'œil, sans laisser la moindre trace dans l'herbe humide. Peu après, une jeune femme du village voisin, qui rentrait chez elle après une veillée, fut prise d'un malaise en traversant le Biringue. Elle raconta plus tard qu'un froid intense s'était abattu sur elle sans raison, et qu'une présence invisible semblait la suivre, l'effleurant presque. Les villageois commencèrent alors à éviter le lieu, préférant faire un détour plutôt que de s'y aventurer après la tombée du jour. Certains pensaient que le Biringue était le théâtre d'anciennes pratiques oubliées, un vestige d'un passé occulte que personne ne souhaitait réveiller. D'autres parlaient de l'esprit d'un homme maudit, un ermite ayant vécu reclus dans ces terres et qui, à sa mort, aurait juré de hanter le lieu pour l'éternité. Au XX siècle, les rumeurs auraient pu s'éteindre avec la modernité, mais elles ne firent que se renforcer. Dans les années 1950, un groupe de jeunes du village décida de braver la légende. Une nuit d'été, ils se rendirent sur place avec des lampes et des bouteilles de vin, riant des vieilles superstitions. Mais au bout d'une heure, un silence inquiétant s'installa autour d'eux. Plus un bruit d'insectes, plus un bruissement dans les arbres. Puis, l'un d'eux poussa un cri. Il jura avoir vu une silhouette furtive, tapie derrière un talus. Pris d'une peur soudaine, ils s'enfuirent sans demander leur reste. Aucun d'eux ne voulut jamais remettre les pieds au Biringue après cette nuit-là. Aujourd'hui encore, ceux qui s'aventurent sur ces terres parlent d'une atmosphère pesante, d'un sentiment de malaise diffus. Les plus téméraires affirment voir des ombres se mouvoir entre les arbres, sentir un vent glacial s'élever sans raison apparente. Certains chasseurs racontent que leurs chiens refusent de s'approcher de certaines zones, comme si un instinct ancien les mettait en garde. Le Biringue de Vaujours reste une énigme, un lieu où la raison peine à trouver des réponses. Certains disent qu'il ne s'agit que de vieilles légendes, entretenues par l'imagination fertile des habitants. D'autres, ceux qui ont ressenti cette étrange présence, savent qu'il se passe là-bas quelque chose d'indéfinissable, quelque chose que les mots ne peuvent saisir. Au cœur de Bourges, derrière les façades de pierre qui témoignent du passé florissant de la ville, se cache un mystère que le temps n'a jamais tout à fait dissipé. Parmi les nombreux hôtels particuliers qui bordent les rues étroites du centre historique, l'un d'eux intrigue plus que les autres. On l'appelle le Palais des Alchimistes, un nom né des légendes qui entourent cet édifice et les étranges pratiques qui s'y seraient déroulées il y a plusieurs siècles. L'histoire remonte à la fin du XV siècle, une époque où Bourges, ancienne capitale du duché du Berry, regorgeait d'intellectuels et d'érudits. C'était aussi une période où l'alchimie fascinait les esprits les plus audacieux. Les princes, les clercs et les riches marchands finançaient volontiers ceux qui prétendaient connaître les secrets de la transmutation des métaux et de l'élixir de longue vie. C'est dans ce contexte qu'un homme du nom de Jacques Coeur,
célèbre argentier du roi Charles VII et natif de Bourges, attira les soupçons. Officiellement, il était un marchand et un financier de génie, mais ses immenses richesses soulevèrent des interrogations. Certains murmuraient qu'il avait découvert le secret de la pierre philosophale, et que dans son hôtel particulier, des expériences se poursuivaient bien après le coucher du soleil. La bâtisse en question était un chef-d'œuvre d'architecture, avec ses voûtes élégantes, ses vitraux finement ouvragés et ses murs ornés de symboles ésotériques. Ceux qui avaient eu l'occasion d'y pénétrer racontaient avoir vu d'étranges inscriptions gravées dans la pierre, des formules alchimiques et des motifs énigmatiques suggérant que l'endroit n'était pas qu'une simple demeure. Une pièce en particulier, au fond d'un couloir discret, était l'objet de tous les fantasmes, une salle circulaire où, disait-on, Jacques Coeur menait ses expériences interdites. Certains parlaient d'un laboratoire secret caché derrière une porte dissimulée, où brûlaient en permanence des feux étranges, où s'évaporaient des substances aux couleurs impossibles. Les rumeurs se firent plus insistantes après la chute de Jacques Coeur en 1451. Accusé de crimes divers, dont celui d'avoir empoisonné la reine Agnès Sorel, il fut arrêté et sa demeure mise sous scellé. Pourtant, lorsque les hommes du roi entrèrent dans le palais pour inventorier ses biens, ils constatèrent avec stupeur qu'une partie du bâtiment semblait abandonnée depuis des années. La fameuse salle circulaire était vide, si ce n'est quelques traces noircies sur le sol et des éclats de verre éparpillés comme si quelqu'un avait voulu effacer toute preuve d'une activité récente. Mais ce qui troubla le plus les visiteurs, ce fut l'atmosphère pesante qui y régnait. Certains affirmèrent ressentir une pression invisible sur leur poitrine, d'autres prétendirent entendre un faible bourdonnement, comme un écho lointain qui résonnait dans les murs. Au fil des siècles, l'histoire du palais des alchimistes ne s'est pas estompée. Les propriétaires successifs rapportèrent des phénomènes troublants, des chandelles qui s'éteignaient sans raison, des pas dans les couloirs vides, et surtout, cette salle maudite où personne ne voulait demeurer trop longtemps. Au VIe siècle, un antiquaire ayant racheté la demeure affirma avoir découvert, caché derrière une cloison, un petit flacon contenant un liquide inconnu. Fasciné, il tenta d'en analyser le contenu, mais la fiole lui échappa des mains et se brisa au sol. Une odeur insupportable envahit la pièce, et pendant plusieurs jours, il affirma avoir fait d'étranges rêves où un homme en robe longue lui parlait dans une langue incompréhensible. Aujourd'hui, le palais existe toujours, bien que modifié par les restaurations successives. Il n'est plus question de laboratoire secret ni de formules interdites, mais les visiteurs sensibles aux énergies anciennes continuent de ressentir une présence diffuse, un frisson au passage d'une porte, une impression fugace d'être observé. Certains osent encore croire que le secret de la pierre philosophale dort quelque part dans ses murs, attendant que quelqu'un vienne le réveiller. Gargilès est un petit village pittoresque du Berry, niché dans une vallée verdoyante et tranquille. L'endroit, avec ses ruelles pavées et ses vieilles maisons de pierre, semblait être un havre de paix. Mais sous cette tranquillité apparente, le village cachait des secrets anciens, des légendes qui se transmettaient de génération en génération. L'une des plus effrayantes était celle de la Dame Blanche. Cette histoire remonte au début du XIXe siècle, à l'époque où le village était encore un lieu prospère, fréquenté par les nobles et les riches propriétaires terriens. Parmi eux, la comtesse de Chasmet, une femme belle et imposante, vivait dans un grand domaine au sommet d'une colline qui surplombait Gargilès. Elle était connue pour sa gentillesse, mais aussi pour son amour incommensurable pour son unique fils, un jeune garçon nommé Armand. Il n'y avait pas de mère plus dévouée, et leur relation semblait parfaite. Mais cette harmonie allait rapidement être brisée par un événement tragique. Un après-midi d'automne, alors qu'Armand jouait près des falaises en surplomb de la vallée, il disparut sans laisser de traces. La comtesse, folle de douleur, chercha son fils partout. Elle arpenta la vallée pendant des jours, interrogeant les habitants, fouillant les forêts et les ruisseaux, mais il n'y eut aucune trace d'Armand. Des rumeurs commencèrent à circuler, certains prétendaient avoir vu l'enfant près des falaises avant sa disparition, tandis que d'autres affirmaient avoir entendu des bruits étranges venant de la forêt cette nuit-là. Mais aucune piste ne se concrétisa. Le petit Armand semblait s'être évaporé dans la nature. La comtesse, dévastée, n'accepta jamais la disparition de son fils. Elle se reclut dans son domaine, en proie à un chagrin profond, refusant de quitter les lieux qui lui rappelaient sans cesse l'absence de son enfant. Elle perdit lentement son esprit,
errant dans les couloirs sombres de son château, et la douleur la rongeait de l'intérieur. Les rares personnes qui osaient s'aventurer près de son domaine racontaient qu'elle l'entendait pleurer la nuit, appelant son fils, mais qu'aucune réponse ne venait. Un jour, la comtesse disparut, et personne ne sut ce qu'il advint d'elle. Certains pensaient qu'elle avait succombé à la folie, morte de chagrin dans un coin de son château, tandis que d'autres disaient qu'elle s'était jetée dans le vide depuis les falaises, cherchant ainsi à rejoindre son fils dans la mort. Quelle que soit la vérité, son esprit ne trouva jamais la paix. Depuis ce jour, des témoignages se multiplièrent. Plusieurs personnes affirmèrent avoir vu une silhouette pâle, vêtue d'une robe blanche, errant près du domaine abandonné ou dans les rues sombres du village. La silhouette était toujours vue au crépuscule ou pendant la nuit, et elle semblait chercher quelque chose. Son visage était flou, marqué par la tristesse et le désespoir. Il n'était pas rare que ceux qui apercevaient la dame blanche la suivent, mais chaque fois, la silhouette disparaissait avant qu'ils n'aient pu l'atteindre. Les habitants du village, bien qu'habitués aux récits de fantômes et de mystères, commencèrent à éviter les lieux où la comtesse avait été vue. Les enfants étaient mis en garde, et les plus superstitieux parlaient d'une malédiction lancée par la comtesse elle-même, qui ne trouverait jamais la paix tant qu'elle ne retrouverait pas son fils. Ces récits se perpétuèrent au fil des années, et le village de Gargilès, tout en étant un lieu apprécié des touristes, restait imprégné de cette étrange légende. Ceux qui séjournaient dans les environs rapportaient souvent avoir ressenti une atmosphère étrange, comme si l'histoire de la comtesse et de son fils était toujours présente dans l'air. Un jour, un jeune couple, en vacances dans la région, décida de visiter Gargilès et d'explorer le vieux domaine abandonné. Bien qu'ils aient entendu parler de la légende, ils ne prenaient pas ces histoires au sérieux. Lorsqu'ils se promenaient dans la vallée à la tombée de la nuit, ils remarquèrent une forme pâle s'éloignant à travers les arbres, à l'endroit exact où, selon les rumeurs, la comtesse aurait été vue pour la dernière fois. Intrigués, ils décidèrent de s'approcher, mais au moment où ils pénétrèrent dans la brume épaisse qui envahissait la vallée, la silhouette se dissipa, ne laissant derrière elle qu'un frisson glacial dans l'air. De retour au village, ils rencontrèrent un vieux résident qui leur expliqua que beaucoup d'autres, avant eux, avaient ressenti ce même frisson, cette même peur. Ce n'était pas un phénomène rare, mais il semblait que le temps avait figé la douleur de la comtesse dans ses terres, un chagrin éternel qu'aucun esprit ne pourrait jamais effacer. Depuis ce jour, le couple ne parla plus de ce qu'ils avaient vu, et lorsqu'ils quittèrent Gargilès, ils emportèrent avec eux un sentiment de malaise, comme si l'histoire de la Dame Blanche les avait marqués à jamais. La légende continue de hanter les rues de Gargilès, et les visiteurs viennent parfois à la recherche de cette silhouette, espérant entrevoir la comtesse perdue dans sa quête sans fin. Mais certains croient que la Dame Blanche ne montre sa présence qu'à ceux qui sont prêts à entendre son appel désespéré. Que la légende soit vraie ou non, elle reste un témoignage de la profonde douleur d'une mère, une douleur qui traverse les siècles, figée dans le silence du village de Gargilès. Là où la Creuse trace son cours sinueux à travers des collines boisées, un pont de pierre se dresse depuis des siècles, reliant les rives d'Anzem. Il semble ordinaire à première vue, un simple ouvrage datant du Moyen Âge, usé par le passage des hommes et des charrettes. Pourtant, derrière son apparence banale se cache une légende que l'on chuchote encore aux veillées, une histoire de pacte maudit et d'âme vendue à une force obscure. Tout aurait commencé au XIIIe siècle, alors que le seigneur local ordonna la construction d'un pont pour faciliter le passage des marchands et des pèlerins. Mais l'édification se révéla être un défi insurmontable. Chaque matin, les ouvriers découvraient leur travail de la veille réduit à néant. Les pierres soigneusement empilées s'effondraient mystérieusement dans la rivière, les échafaudages disparaissaient comme si une main invisible les avait arrachés au sol. Certains murmurèrent que l'endroit était maudit, que des forces invisibles refusaient qu'on franchisse ainsi la Creuse. Le maître bâtisseur, un homme nommé Guilhem, vit sa réputation menacée. La construction avait déjà englouti des sommes colossales, et l'échec n'était pas une option. Désespéré, il passa une nuit entière à errer près des eaux sombres du fleuve, cherchant une solution. Alors que l'aube pointait, une silhouette apparut sur la berge, enveloppée dans une cape sombre. La voix qui s'éleva était douce, presque bienveillante. Elle lui proposa un marché, en échange d'un simple gage, le pont serait terminé avant la prochaine pleine lune.
D'abord méfiant, Guilhem écouta la proposition. L'homme au manteau noir lui expliqua que l'édifice tiendrait, mais qu'une âme devait être offerte en retour. Pas n'importe quelle âme, précisa-t-il, mais celle de la première personne qui traverserait le pont une fois achevé. Pris au piège par l'urgence et la pression des commanditaires, le bâtisseur finit par accepter. Au matin, la silhouette s'était évanouie comme un mauvais rêve. Dès le lendemain, un miracle se produisit. Là où les ouvriers peinaient depuis des mois, la construction progressa à une vitesse fulgurante. Chaque pierre trouvait sa place comme si une main invisible la guidait. En quelques semaines à peine, l'ouvrage était terminé, solide et majestueux. Les villageois célébrèrent l'événement, mais Guilhem, lui, sentit son sang se glacer lorsque la date fatidique arriva. Le jour de l'inauguration, alors que la foule se rassemblait pour franchir l'ouvrage, Guilhem fut saisi par une angoisse insoutenable. Il savait que la première personne à poser le pied sur le pont était condamnée. Mais l'esprit humain est rusé. Au dernier moment, il eut une idée, au lieu d'un homme, ce fut un animal qui passa le premier. Un coq, libéré à grands éclats de rire par les habitants, picora quelques instants les cailloux du chemin avant de s'engager sur les pavés neufs. Un hurlement venu de nulle part résonna sur l'eau. Une bourrasque glaciale s'engouffra entre les arches du pont et, dans le tumulte du vent, Guilhem crut entendre un rire amer avant que le silence ne retombe. Le marché avait été respecté, en quelque sorte, mais l'homme en noir n'était pas dupe. On dit que le bâtisseur ne trouva plus jamais le sommeil. Chaque nuit, il voyait des ombres rôder sous le pont, percevait un murmure dans le frémissement des feuilles. On raconte que le poids de son mensonge l'écrasa peu à peu, que la peur lui rongea l'âme jusqu'à son dernier souffle. Depuis, certains affirment que le pont d'Anzem conserve une énergie étrange. Les pêcheurs disent entendre parfois, au crépuscule, un murmure insistant monter des arches. Parfois, un souffle d'air froid traverse le parapet alors que l'eau est parfaitement calme. Et ceux qui s'y aventurent seuls, au cœur de la nuit, affirment avoir vu une silhouette immobile sur la rive, comme si elle attendait encore. Le petit village de Meslan, blotti au cœur du Loir-et-Cher, n'a jamais été très grand. Quelques fermes éparses, des bois épais qui l'enveloppent comme une étreinte étouffante, et une église trapue dont le clocher de pierre grise semble veiller sur les âmes qui y ont vécu. Rien ne le distingue particulièrement des autres bourgades de la région, si ce n'est une rumeur persistante, un murmure transmis de génération en génération, Meslan aurait été, jadis, un repère de sorciers. Les vieux racontent encore cette histoire, la voix plus basse que nécessaire, comme si prononcer certains noms pouvait réveiller d'anciennes forces tapies dans l'ombre. Les plus sceptiques haussent les épaules, parlant de superstitions d'un autre temps. Pourtant, lorsque l'on creuse un peu, les récits s'accumulent et forment un tableau troublant. Au XVIIe siècle, en pleine période de chasse aux sorcières, plusieurs habitants du village furent accusés de pratiquer la magie noire. À l'époque, la simple possession de certaines plantes médicinales ou la connaissance de remèdes inhabituels pouvait suffire à condamner quelqu'un. On parlait d'hommes et de femmes capables d'invoquer les esprits, de guérir ou de maudire d'un simple regard. Des animaux tombaient malades sans raison apparente, des récoltes étaient ravagées du jour au lendemain par des orages imprévus, et des enfants se réveillaient en hurlant, affirmant avoir vu des silhouettes rôder près de leur lit. Mais l'histoire la plus effrayante reste celle de Maître Jean, un homme que l'on disait versé dans des arts obscurs. Il vivait en retrait du village, dans une petite maison de pierre couverte de mousse, à la lisière de la forêt. Peu de gens osaient s'y aventurer, sauf lorsqu'ils avaient besoin d'un remède pour un mal incurable. On disait qu'il savait soigner ce que les médecins ne pouvaient guérir. Certains murmuraient même qu'il connaissait le secret pour détourner la mort elle-même. Un hiver particulièrement rude, une étrange maladie frappa le village. La fièvre emportait les enfants en quelques jours et affaiblissait les plus robustes. Les prières du curé ne semblaient pas avoir d'effet, et bientôt, les soupçons se tournèrent vers Maître Jean. On l'accusa d'avoir invoqué un mal invisible pour assouvir une vengeance ou satisfaire un pacte impie. Il eut beau protester, personne ne l'écouta. Une nuit, un groupe d'hommes, armés de torchers et de bâtons, se rendit à sa demeure. Ils le trouvèrent assis près de son âtre, un livre ouvert sur les genoux, un regard fatigué sur le visage.
Sans lui laisser le temps de parler, ils l'empoignèrent et le traînèrent jusqu'à la place du village. Devant la foule en colère, il refusa d'avouer quoi que ce soit, répétant qu'il n'avait jamais fait de mal à personne. Mais sous la menace d'un bûcher, il finit par lâcher qu'il connaissait des secrets oubliés, des remèdes puisés dans des savoirs anciens. Ses paroles furent perçues comme un aveu de sorcellerie. Il fut enfermé dans une vieille grange, le temps de décider de son sort. Le lendemain matin, lorsqu'on vint le chercher, il avait disparu. La porte était pourtant restée verrouillée de l'extérieur et les fenêtres étaient si petites qu'un homme n'aurait pas pu s'y glisser. À l'intérieur, seul un tas de cendres refroidies et quelques empreintes noires sur le sol témoignaient de sa présence. Le village se tut pendant plusieurs jours, comme figé par l'effroi. Certains affirmèrent avoir vu une ombre longer les murs la nuit suivante, d'autres dirent avoir entendu un cri lointain dans les bois. Quoi qu'il en soit, plus jamais personne ne revit Maître Jean. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Dans les mois qui suivirent, des événements étranges continuèrent de secouer Meslan. Une vache retrouvée morte avec les yeux grands ouverts, des poules qui cessaient de pondre sans raison, un enfant qui disparut une nuit avant d'être retrouvé au lever du jour, errant près de la forêt, incapable d'expliquer comment il y était arrivé. La maladie, elle, disparut aussi vite qu'elle était venue, mais la peur s'installa durablement. Encore aujourd'hui, les habitants évitent certains endroits à la tombée de la nuit. Il y a ces pierres noircies, vestiges de l'ancienne maison de Maître Jean, que personne n'ose déplacer. Il y a ces nuits où le vent semble porter un chuchotement indistinct, une plainte venue d'un autre temps. Et surtout, il y a cette sensation étrange, cette certitude que quelque chose veille encore sur Meslan, dans l'ombre des bois silencieux. Au détour d'une ruelle du vieux centre d'Orléans, à l'ombre des façades médiévales, se cache un vestige du passé que peu de passants remarquent. Il ne s'agit ni d'une gargouille effrayante ni d'une sculpture ornant une église, mais d'un bloc de pierre, usé par le temps et marqué par l'histoire. Cette pierre, que les archives nomment la pierre des bavardes, est un témoin silencieux d'un châtiment autrefois infligé aux femmes accusées d'avoir trop parlé. L'histoire remonte au XVI siècle, une époque où la ville était gouvernée par des règles strictes et où la place des femmes dans la société était rigoureusement encadrée. À cette époque, les commérages étaient perçus comme une menace à l'ordre établi, et celles qui se livraient trop librement à la parole pouvaient être sévèrement punies. Le châtiment était à la fois humiliant et dissuasif. Une femme jugée trop bavarde était contrainte de porter une lourde pierre en traversant les rues d'Orléans, sous le regard des habitants. On raconte que la première victime de cette peine fut une jeune femme nommée Marguerite Lefebvre, accusée d'avoir répandu des rumeurs sur un notable de la ville. Ce dernier, offensé et soucieux de préserver sa réputation, fit pression sur le tribunal pour qu'elle soit condamnée. Marguerite fut traînée sur la place publique, où on lui attacha la fameuse pierre autour du cou. Elle dut parcourir plusieurs rues sous les rires et les moqueries des spectateurs, chaque pas rendant son fardeau plus insoutenable. Lorsqu'on la libéra enfin, ses épaules et son dos portaient les marques profondes du poids qu'elle avait dû endurer. La pratique se poursuivit pendant des décennies, et la pierre des bavardes devint une légende locale. On disait qu'elle conservait le poids de toutes ces paroles réprimées, qu'elle portait en elle les murmures de celles qui avaient dû l'endurer. Avec le temps, la peine fut abandonnée, jugée trop barbare, et la pierre fut reléguée à l'oubli. Mais elle n'a jamais complètement disparu. Aujourd'hui, bien peu de gens savent où elle se trouve exactement. Certains historiens pensent qu'elle est encore là, intégrée discrètement à une construction plus récente, dissimulée dans un mur ou une ruelle. Mais d'autres, ceux qui connaissent les récits les plus anciens, affirment qu'elle réapparaît parfois, surtout lorsque le vent souffle dans les rues désertes d'Orléans. On raconte que, par certaines nuits, il suffit de prêter l'oreille pour entendre un faible chuchotement s'élever du sol, un murmure insistant, comme si toutes ces voix réduites au silence refusaient de s'éteindre. Les plus superstitieux évitent encore certains pavés de la vieille ville, de peur de marcher sur l'endroit exact où la pierre repose. Car il se dit que celles et ceux qui s'attardent trop près entendent parfois leur propre nom glisser dans le vent, comme si une force invisible tentait de leur rappeler que la parole, aussi libre soit-elle aujourd'hui, a un prix que le passé n'a jamais oublié. En 1850,
un ouvrier travaillant dans une carrière près de Blois fit une découverte qui défiait toute logique. En brisant un énorme bloc de silex, il s'arrêta net devant une vision inexplicable. Enfoui au cœur de la roche, un crapaud, vivant, clignait des yeux sous la lumière du jour. L'animal, pâle et atrophié comme s'il avait passé une éternité dans l'obscurité, resta quelques instants immobile avant de se mettre à remuer lentement, sous le regard stupéfait des ouvriers rassemblés autour de lui. La nouvelle se répandit vite en ville. Comment une créature vivante pouvait-elle être prisonnière d'un silex dont la formation datait de plusieurs millions d'années? Les scientifiques de l'époque se déplacèrent pour examiner l'animal, et les débats commencèrent aussitôt. Certains avancèrent que le crapaud avait été piégé dans une cavité minuscule, survivant en hibernation pendant un temps indéterminé grâce à une réaction biologique encore inconnue. D'autres affirmèrent qu'il s'agissait d'un canular, qu'un ouvrier avait placé lui-même l'animal dans la pierre pour créer un effet spectaculaire. Mais cette découverte n'était pas isolée. Depuis le XVIIe siècle, des récits similaires avaient déjà émergé en France et en Angleterre. Des crapauds, des lézards, parfois même de petits serpents, retrouvés enfermés dans des roches vieilles de plusieurs millénaires. Chaque fois, la même question revenait: comment ces créatures pouvaient-elles survivre sans air, sans nourriture, sans la moindre ouverture pour respirer? À Blois, l'affaire prit un tournant encore plus étrange lorsque plusieurs témoins affirmèrent que le crapaud découvert en 1850 semblait plus grand, quelques jours après sa libération. Il se montrait particulièrement vif, plus résistant que les spécimens habituels. Certains habitants murmurèrent qu'il ne s'agissait pas d'un simple amphibien, mais d'une créature ayant traversé les âges, porteuse d'un secret inconnu de l'humanité. L'animal fut étudié pendant quelques semaines, mais il mourut subitement sans qu'aucune explication claire n'ait été apportée. Certains prétendirent que sa dépouille fut secrètement envoyée à Paris pour des analyses, d'autres affirmaient qu'un scientifique l'avait emporté dans l'espoir de percer son mystère. Pourtant, aucune trace officielle de cette étude ne subsista, comme si le dossier avait été volontairement écarté des archives. Aujourd'hui encore, les historiens et cryptozoologues évoquent parfois cette affaire troublante. Était-ce un phénomène naturel encore inexpliqué? Un simple canular monté de toutes pièces? Ou bien la preuve que certaines créatures sont capables de défier les lois connues du temps et de la biologie? Ce qui est certain, c'est que la légende du crapaud de Blois continue d'alimenter l'imaginaire. Certains habitants, plus superstitieux, assurent qu'en se promenant la nuit près des anciennes carrières, on peut entendre un léger frottement, comme si quelque chose bougeait sous les pierres. Une présence invisible, une créature oubliée ou un autre crapaud, toujours emprisonné dans la roche, attendant que le hasard vienne à nouveau briser sa prison de pierre. À la fin du XVIIe siècle, une terreur invisible s'abattit sur le paisible village de Benay, en Indre-et-Loire. Entre 1693 et 1694, des corps mutilés furent retrouvés dans les bois environnants, victimes d'une créature que personne ne semblait pouvoir identifier. Les blessures étaient profondes, les chairs déchirées, et les os brisés comme si une force surnaturelle s'était acharnée sur ces malheureux. La rumeur se propagea rapidement, une bête rôdait dans la campagne, un monstre insaisissable dont personne ne connaissait la véritable nature. Au départ, les villageois pensèrent à un loup. Après tout, ces prédateurs étaient encore nombreux dans la région à l'époque. Mais ce qui troubla les chasseurs et les témoins, c'était la brutalité des attaques. Un loup tue pour se nourrir, il ne massacre pas sans raison. Or, les cadavres retrouvés n'avaient pas été dévorés. Leur ventre était lacéré, leurs membres éparpillés comme après un jeu macabre. Certains parlaient d'une bête immense, plus grande qu'un chien, avec un pelage sombre et des yeux luisants que l'on pouvait apercevoir, disait-on, briller dans la nuit. Les attaques se multiplièrent. D'abord, ce furent des bergers et des enfants isolés qui disparurent dans les bois. Puis, ce fut au tour des adultes. Certains avaient eu le temps de pousser des cris avant d'être emportés dans les ténèbres, mais lorsqu'on retrouvait leurs restes, c'était toujours la même scène d'horreur, des corps déchiquetés, parfois à quelques mètres seulement des habitations. Un soir, un groupe de chasseurs décida d'organiser une battue. Armés de fusils et de torchets, ils parcoururent les forêts jusqu'à tomber sur une forme sombre, tapie dans l'ombre des arbres. Ils tirèrent,
Mais la chose disparut en un éclair, laissant derrière elle une odeur âcre et des empreintes si profondes qu'elle ne ressemblait à rien de connu. Face à l'échec de la chasse, la panique s'empara du village. Certains parlèrent d'un loup-garou, une créature maudite qui se cachait parmi eux sous une apparence humaine. On se mit à soupçonner les étrangers de passage, les ermites vivant en marge de la société, et même certains voisins dont le comportement devenait étrange. Des prières furent organisées, des cierges allumés au carrefour des routes. Mais rien n'y fit. Puis, aussi soudainement qu'elle était apparue, la bête disparut. Plus aucune attaque ne fut signalée, et lentement, Benet retrouva son calme. Pourtant, une question resta en suspens, qu'était réellement cette créature? Un loup exceptionnellement grand et agressif, un animal inconnu, ou quelque chose de bien plus inquiétant? Certains chasseurs affirment que, par nuit de pleine lune, ils perçoivent un mouvement dans les sous-bois, une ombre fugace qui les observe avant de s'évanouir. Un grondement, un bruissement dans les feuilles et cette sensation oppressante d'être suivi, comme si la bête n'avait jamais réellement quitté la forêt. Non loin de Saint-Antoine-du-Rocher, enfoui sous la mousse et les racines des sous-bois, repose un vestige oublié du temps, le dolmen de la grotte aux Fées. Depuis des siècles, cette imposante structure de pierre est entourée de légendes et de superstitions. Pour les anciens, ce n'était pas qu'un simple amas de roches, il s'agissait d'un lieu sacré, un portail vers un autre monde, habité par des présences invisibles dont il valait mieux ne pas troubler le repos. Les paysans racontaient qu'à la tombée de la nuit, d'étranges lumières dansaient autour du dolmen. Des lueurs blanchâtres, semblables à des feux follets, apparaissaient entre les arbres et semblaient guider les égarés, ou les attirer vers quelque chose d'inconnu. Certains affirmaient avoir entendu des murmures portés par le vent, des voix indistinctes qui s'échappaient des pierres elles-mêmes. On disait que ceux qui osaient dormir à proximité se réveillaient au lever du jour, mais pas là où ils s'étaient assoupis. Ils étaient retrouvés bien plus loin, parfois à des kilomètres de là, désorientés, le corps glacé, incapables d'expliquer ce qui leur était arrivé. La légende la plus persistante raconte que le dolmen aurait été construit par les fées elles-mêmes. Pas ces créatures bienveillantes des contes pour enfants, mais des êtres anciens, capricieux, qui n'aimaient guère que l'on empiète sur leur territoire. Dans les villages alentours, on disait que quiconque tentait de déplacer ou d'endommager les pierres se condamnait à une fin tragique. Plusieurs histoires circulaient sur des hommes qui avaient voulu récupérer un bloc du dolmen pour construire leur maison ou leur enclos. Certains furent frappés de maladies soudaines et inexplicables, d'autres furent victimes d'accidents étranges, broyés sous des chariots renversés ou noyés dans la rivière sans raison apparente. Un soir d'automne, au début du VIe siècle, un bûcheron nommé Éloi décida de braver l'interdit. Il ne croyait pas aux fées ni aux esprits, et encore moins aux malédictions. À ses yeux, le dolmen n'était qu'une vieille pierre inutile. Armé d'un marteau et d'un burin, il s'attaqua à l'un des blocs pour en prélever une partie. Les coups résonnèrent dans la forêt, brisant le silence ancestral du lieu. Mais à la troisième frappe, le vent se leva brusquement, sifflant entre les arbres comme une plainte. Soudain, son outil lui échappa des mains, projeté violemment contre un rocher. Il voulut reculer, mais une racine invisible sembla le retenir. Paniqué, il s'enfuit en abandonnant ses affaires. Le lendemain matin, son corps fut retrouvé au pied du dolmen, le regard figé et la peau marquée d'étranges entailles, comme si des griffes invisibles l'avaient lacéré. Il n'y avait aucune trace de lutte, aucune explication rationnelle à sa mort. Depuis ce jour, plus personne n'osa toucher aux pierres. Certains visiteurs racontent qu'ils ressentent une présence étrange en s'approchant du dolmen. Une sensation diffuse d'être observé, un frisson qui remonte l'échine sans raison apparente. Parfois, une brume épaisse enveloppe la clairière sans prévenir, étouffant les sons et déformant les ombres. Et il arrive que des appareils électroniques s'éteignent inexplicablement ou que des photos prises sur place soient floues, comme si quelque chose refusait d'être capturé. Peut-être que les fées veillent encore, silencieuses, tapies dans l'ombre des pierres millénaires, attendant qu'un imprudent oublie leur avertissement. L'histoire de l'ensorcellement supposé de 1973 dans le Berry est l'un des récits les plus mystérieux et effrayants que la région ait connu. Elle commence au début de l'année, dans un petit village non loin de La Châtre,
où vivait le docteur Henri Lavaronnière, un vétérinaire respecté. Il avait un bel établissement agricole, une ferme qui fonctionnait bien, avec des animaux en bonne santé et des champs verdoyants. Mais un jour, des événements étranges commencèrent à perturber cette tranquillité. Au départ, ce n'étaient que des incidents mineurs, un cheval qui s'agitait sans raison apparente, des moutons qui se comportaient de manière anormale, des chiens qui aboyaient dans le vide en plein milieu de la nuit. Ces phénomènes étaient assez subtils pour être ignorés, mais ils finirent par s'intensifier. La famille Lavaronnière pensa d'abord que ces comportements étaient dus à une maladie ou à des parasites, mais cela ne semblait pas être le cas. En observant de plus près, ils remarquèrent que des objets disparaissaient mystérieusement dans la maison. D'abord un manteau, puis des outils de ferme, puis des aliments. Parfois, ils retrouvaient ces objets dans des endroits improbables, comme dans des granges closes ou dans des champs voisins, comme si quelqu'un les avait déplacés sans laisser de traces. L'atmosphère à la ferme devint de plus en plus lourde, comme si une présence invisible planait. Puis vinrent les bruits étranges, des portes qui claquaient seules, des grincements sourds provenant des murs, des cris qui se perçaient au travers des fenêtres la nuit. Au bout de quelques semaines, Henri Lavaronnière, inquiet, appela un ami prêtre du village pour essayer d'expliquer ce qui se passait. Mais celui-ci n'eut aucune explication rationnelle et conseilla au vétérinaire de consulter une des embouteuses, une guérisseuse spécialisée dans les maux spirituels et les malédictions. L'idée d'avoir recours à ce genre de méthode n'était pas du tout du goût d'Henri, homme pragmatique, mais la situation devenait insupportable, et il n'y avait plus de solutions évidentes. C'est ainsi que Jeanne Anguerny, une femme âgée originaire de Normandie, se rendit à la ferme de la Châtre. Elle était réputée dans la région pour son expérience dans les phénomènes surnaturels et les malédictions. Lorsqu'elle arriva, Jeanne observa attentivement l'environnement, sans dire un mot. Après un long silence, elle se tourna vers le vétérinaire et lui expliqua que la famille était victime d'une malédiction, probablement lancée par une personne malveillante, et que des rituels seraient nécessaires pour en venir à bout. L'ancienne guérisseuse n'eut aucune hésitation et, après avoir effectué plusieurs prières et rituels dans la ferme, elle désigna rapidement une voisine du nom de Solange Mauvoisin comme étant responsable des phénomènes étranges. Solange était une femme solitaire, souvent vue seule dans son jardin à travailler la terre. Des rumeurs circulaient à son sujet depuis longtemps dans le village, l'accusant de pratiquer la sorcellerie. D'autres habitants racontaient qu'elle était capable de faire des maléfices et de jeter des sorts sur ceux qui l'avaient contrariée. Cette accusation fit naître un vent de panique dans la région. Au départ, personne ne croyait vraiment que Solange était impliquée, mais à mesure que les événements prenaient de l'ampleur, l'idée que des forces surnaturelles pouvaient être à l'œuvre prit racine dans les esprits. La situation s'aggrava rapidement, les animaux mouraient dans des circonstances inexplicables, et la santé de la famille Lavaronnière se détériorait. Le docteur Lavaronnière souffrait de migraines intenses, sa femme devenait nerveuse et son fils perdait du poids à vue d'œil sans raison apparente. Un soir, un groupe de villageois décida de confronter Solange Mauvoisin. Ils se rendirent chez elle, munis de leurs doutes et de leurs craintes. Mais lorsqu'ils frappèrent à sa porte, la vieille femme, calme et sereine, les accueillit sans un mot. Elle leur répondit avec une froideur déconcertante, niant toute implication dans ce qui se passait, mais les soupçons étaient trop forts. Le lendemain, une autre tragédie frappa, un incendie mystérieux ravagea une partie des bâtiments de la ferme, laissant derrière lui une odeur de soufre. Les habitants du village commencèrent à se diviser. Une partie croyait fermement que Solange Mauvoisin était responsable des malédictions, tandis que d'autres pensaient que tout cela n'était que le produit d'une imagination collective, alimentée par la superstition et la peur. Cependant, pour la famille Lavaronnière, les choses ne s'arrangèrent pas. Après plusieurs mois de rituels menés par Jeanne Anguerny, la situation finit par se stabiliser, mais le mal semblait avoir laissé des traces profondes sur la famille. Ils quittèrent la ferme, convaincus qu'ils avaient été victimes d'une force malveillante qu'ils n'étaient pas prêts à comprendre. L'histoire de cet ensorcellement continue de faire parler d'elle dans la région. Certains pensent encore que Solange Mauvoisin n'était qu'une victime de rumeurs et de superstitions, tandis que d'autres croient que ce phénomène était bien réel et qu'il aura fallu beaucoup plus que des prières et des rituels pour chasser cette malédiction. Mais une chose est certaine, l'affaire a marqué la mémoire collective du Berry, et les habitants du coin continuent d'évoquer avec crainte les événements qui se sont produits à la Châtre,
comme si une force invisible rôdait toujours là, prête à surgir. Dans les terres silencieuses de la chapelle vendômoise, une étrange silhouette se dresse parmi les hautes herbes, un dolmen solitaire, connu sous le nom de la pierre levée. Pour les curieux, il ne s'agit que d'un vestige oublié du néolithique, un amas de pierres posé là par des hommes disparus depuis des millénaires. Mais pour les habitants du coin, ce monument porte un tout autre nom, bien plus inquiétant, la table du diable. Depuis des générations, les villageois racontent que cet endroit n'est pas un simple site préhistorique. La légende veut qu'il ait été le théâtre de rites interdits, un lieu où le diable lui-même viendrait, certaines nuits, réclamer son dû. L'origine du mythe se perd dans le temps, mais tous s'accordent sur une chose, ce dolmen ne doit pas être dérangé. L'une des histoires les plus connues remonte au Moyen Âge. Un soir d'automne, un fermier du nom de Géraud, las des récits effrayants qui circulaient à propos du dolmen, décida de prouver à tous qu'il ne s'agissait que de superstition. Il s'y rendit au crépuscule, armé d'une lanterne et d'un couteau, bien déterminé à prouver que rien ne s'y passait. Arrivé devant la pierre, il s'assit sur la dalle massive et attendit. Le vent soufflait doucement entre les arbres, mais mis à part le ululement d'une chouette, tout était silencieux. Les heures passèrent, et rien ne se produisit. Fier de son courage, il éclata de rire et lança une moquerie à l'attention de ceux qui croyaient à ses balivernes. Puis, juste au moment où il se leva pour partir, un grondement sourd résonna sous ses pieds. Il sentit une vibration remonter dans son corps, comme si quelque chose sous la pierre cherchait à s'éveiller. Sa lanterne vacilla. Le vent se leva brutalement, s'engouffrant dans les branches comme un cri déchirant. Terrifié, Géraud se mit à courir sans jamais se retourner. Le lendemain matin, il raconta ce qu'il avait vécu, mais personne ne voulut le croire. Pourtant, quelque chose en lui avait changé. Il ne dormait plus, il évitait la zone du dolmen et refusait d'en parler. Quelques mois plus tard, on le retrouva mort dans son champ, les yeux grands ouverts, figé dans une expression de terreur absolue. Depuis ce jour, plus personne ne remit en doute les avertissements. Les plus anciens affirment encore que, par certaines nuits, on peut voir une lueur rougeâtre s'échapper des interstices du dolmen, comme un feu couvant sous la pierre. D'autres racontent que, si l'on pose l'oreille contre la dalle principale, un bruit sourd, semblable à un battement lent et profond, se fait entendre, comme si quelque chose respirait sous terre. Aujourd'hui, le dolmen est toujours là, immobile et imposant, défiant les siècles. Les visiteurs viennent parfois l'admirer, curieux de ces légendes anciennes, mais rares sont ceux qui s'y attardent après la tombée du jour. Car même si la science peut expliquer bien des choses, il reste des endroits où l'on préfère ne pas chercher trop loin. La table du diable en fait indéniablement partie. À la lisière de la chapelle Saint-Mémin, entre les berges de la Loire et les bois silencieux, se cache une cavité dont l'entrée semble avalée par la végétation. Une grotte ancienne, creusée dans la roche tendre du Val-de-Loire, qui porte un nom à la hauteur des légendes qui l'entourent, la grotte du dragon de Bérère. Les plus anciens affirment que, jadis, une créature terrible vivait en ces lieux. Un dragon, tapi sous la terre, dont la colère faisait trembler les rives du fleuve. La légende remonte au Moyen Âge, à une époque où les récits de monstres et de bêtes fantastiques se mêlaient aux réalités du quotidien. On racontait que le dragon de Bérère était une créature immense, au corps couvert d'écailles épaisses et aux yeux flamboyants comme des braises. Son souffle brûlant pouvait faire flétrir les arbres, et son rugissement résonnait jusque dans les villages alentours. La bête semait la terreur parmi les habitants. Le bétail disparaissait sans laisser de traces, les bateaux qui s'aventuraient trop près de la rive chaviraient mystérieusement. Certains chasseurs ayant osé s'approcher de la grotte furent retrouvés plusieurs jours plus tard, figés dans une posture de fuite, leur visage tordu par une expression d'horreur indescriptible. Mais la légende raconte aussi l'histoire d'un héros. Un chevalier du nom de Lancelin, originaire d'Orléans, aurait pris la route de Bérère, bien décidé à débarrasser la région de ce fléau. Il s'enfonça dans la grotte, une torche à la main, et marcha longtemps dans l'obscurité, suivant un souffle profond qui résonnait dans les entrailles de la terre. Lorsqu'il atteignit la salle principale de la caverne, il découvrit enfin la créature.
Immense, repliée sur elle-même, elle ouvrit un œil et fixa l'homme qui venait de troubler son sommeil. Le combat fut féroce. Lancelin, armé d'une lance bénite, tenta de frapper le monstre en plein cœur, mais les écailles du dragon étaient aussi dures que la pierre. La légende raconte qu'au moment où tout semblait perdu, le chevalier invoqua le nom de Saint Mesmin et planta son épée dans la gorge de la bête, à l'unique endroit où sa peau était vulnérable. D'un dernier râle, le dragon s'effondra et ne se releva plus jamais. Depuis ce jour, la grotte fut laissée à l'abandon. Pourtant, certains racontent que l'esprit du dragon n'a jamais complètement disparu. Par temps d'orage, lorsque le vent s'engouffre dans la caverne, on entend encore un grondement sourd, comme un râle venu d'un autre temps. Quelques explorateurs ayant osé s'aventurer trop loin dans les galeries racontent avoir ressenti une étrange chaleur au fond de la grotte, comme si un feu ancien y couvait encore sous la roche. Les habitants de la chapelle Saint-Mesmin, eux, évitent le sujet. Ils savent que les légendes ont souvent une part de vérité, et que certains lieux conservent en eux des forces que l'on ne devrait pas chercher à réveiller. À la fin du XVIIIe siècle, une terreur silencieuse s'installa sur les routes de Beauce. Dans cette vaste plaine battue par le vent, où les fermes isolées s'éparpillaient à perte de vue, des cris résonnaient parfois dans la nuit. Des cris de douleur, de supplication, suivis d'un silence oppressant. Ce n'étaient ni des brigands ordinaires ni de simples bandits de grand chemin. Ceux qui opéraient ici étaient bien plus cruels, bien plus méthodiques. On les appelait les chauffeurs d'orgères. Leur mode opératoire était aussi efficace que terrifiant. Par petits groupes, ces criminels s'introduisaient chez des fermiers aisés ou des voyageurs imprudents, exigeant qu'ils leur livrent leur argent et leurs biens. Mais si leurs victimes hésitaient ou tentaient de mentir sur leurs richesses, les chauffeurs avaient une méthode implacable pour leur faire avouer la vérité. Ils leur brûlaient les pieds. Avec une lenteur sadique, ils approchaient des torchers enflammés ou des braises ardentes des plantes de leurs victimes, laissant la chaleur faire son œuvre. La douleur était insoutenable. Peu résistaient à ce supplice, et ceux qui tentaient de le faire finissaient souvent par mourir sous la torture. Certains étaient battus à mort, d'autres étranglés avant d'être abandonnés dans leur propre maison, leurs pieds encore marqués par les brûlures. Les survivants, eux, portaient toute leur vie les stigmates de cette nuit de cauchemar. La peur gagna rapidement toute la région. Les habitants, qui avaient autrefois dormi en laissant leurs portes entr'ouvertes, commencèrent à barricader leurs demeures dès la tombée de la nuit. On chuchotait que les chauffeurs connaissaient chaque chemin, chaque recoin où se cacher. Ils étaient insaisissables. On affirmait qu'ils avaient des complices parmi les villageois, des informateurs qui leur indiquaient quelle maison valait la peine d'être attaquée. Mais aucune impunité ne dure éternellement. En 1798, un homme du nom de Louis de Bar fit une erreur. Une lettre interceptée permit aux autorités d'identifier plusieurs membres du groupe. Une vaste traque fut organisée et l'armée elle-même fut mobilisée pour retrouver ces criminels qui s'étaient enfoncés dans les campagnes, se cachant dans des fermes abandonnées et des bois reculés. L'un après l'autre, les chauffeurs furent capturés. Leur procès, qui eut lieu à Chartres, fut l'un des plus marquants de l'époque. Les récits des survivants, les détails des tortures infligées, la terreur qu'ils avaient semée durant des années, tout cela fit frémir même les juges les plus endurcis. La sentence fut sans appel, la majorité des accusés furent condamnés à la guillotine. Mais même après leur exécution, l'ombre des chauffeurs d'orgères continua de planer sur la Beauce. Des rumeurs persistèrent, affirmant que tous n'avaient pas été capturés, que certains avaient réussi à disparaître et à recommencer ailleurs. Certains vieillards, dans les villages reculés, affirmaient que des descendants de ces criminels vivaient encore, perpétuant leur savoir-faire d'horreur dans le secret. Aujourd'hui encore, le souvenir des chauffeurs reste ancré dans la mémoire locale. Certains vieux chemins portent des noms évocateurs, rappelant les lieux où ils auraient opéré. Des fermes abandonnées, dont personne ne veut s'approcher, sont encore surnommées les maisons des brûlés. Et par certaines nuits d'hiver, quand le vent souffle sur les plaines, certains assurent entendre des bruits de pas, furtifs et rapides, comme si une menace invisible continuait de rôder, à la recherche de nouvelles victimes. À l'entrée de la vieille ville de Beaugency,
où les pierres centenaires témoignent du passé médiéval de la région, se dresse un lieu que peu osent traverser une fois la nuit tombée. Ce n'est ni un château hanté ni une ruine oubliée, mais un labyrinthe de haies parfaitement taillées, dont les chemins sinueux semblent défier toute logique. Le labyrinthe de Beaugency, comme on l'appelle aujourd'hui, est un enchevêtrement végétal qui, selon les légendes locales, renfermerait bien plus qu'un simple jeu d'orientation. L'histoire du labyrinthe remonte au XVI siècle, à une époque où la ville était un carrefour important du royaume de France. On raconte qu'un noble, un certain Charles de la Rochefoucauld, fit aménager ce jardin aux formes complexes pour impressionner ses invités. Mais ce qui devait être un simple divertissement devint rapidement le centre de rumeurs inquiétantes. Dès sa construction, plusieurs domestiques disparurent mystérieusement après s'être aventurés à l'intérieur. Certains racontèrent qu'ils avaient entendu des appels à l'aide s'élever entre les haies, suivis d'un silence oppressant. Lorsqu'on envoyait des serviteurs à leur recherche, ils revenaient bredouilles, sans la moindre trace des disparus. Les plus superstitieux murmurèrent que le labyrinthe était maudit. Certains y voyaient un lieu de sorcellerie, d'autres affirmaient que la disposition des haies obéissait à un dessein occulte, conçu pour piéger les âmes errantes. Quelques témoins assurèrent avoir vu des ombres se mouvoir à l'intérieur, alors que personne n'était censé s'y trouver. Un soir d'automne, un jeune garçon du village, curieux des récits qui entouraient le labyrinthe, osa s'y aventurer seul. On ne le revit jamais. Ses parents, désemparés, organisèrent des recherches, mais aucune trace de lui ne fut retrouvée. Ce fut à partir de ce jour-là que le labyrinthe fut fermé au public. Pendant plusieurs décennies, il fut laissé à l'abandon, ses haies envahies par la végétation, ses sentiers disparaissant sous la mousse et les ronces. Ce n'est que récemment qu'une initiative locale entreprit de restaurer le labyrinthe et de l'ouvrir de nouveau aux visiteurs. Mais certains guides qui y travaillent aujourd'hui racontent des histoires troublantes. Lorsqu'ils se retrouvent seuls au cœur du dédale, il leur arrive d'entendre des bruissements sans origine apparente, comme si quelqu'un marchait dans une allée voisine. Parfois, un courant d'air froid surgit de nulle part, glissant sur leur peau comme un souffle invisible. Une touriste, un jour, affirma avoir aperçu une silhouette immobile à l'angle d'un chemin, mais lorsqu'elle se retourna, il n'y avait rien. Plus étrange encore, certains visiteurs affirment qu'après avoir marché pendant plusieurs minutes, ils se retrouvent inexplicablement au même endroit, comme si le labyrinthe modifiait ses chemins en secret. Aujourd'hui, les responsables du site préfèrent parler d'un simple effet d'optique, d'un jeu d'ombre et de perspective qui troublerait l'orientation. Mais ceux qui connaissent les vieilles histoires savent que certains lieux portent en eux des mystères que la raison ne peut expliquer. Et que parfois, ceux qui entrent dans le labyrinthe ne retrouvent pas toujours le chemin du retour. À quelques kilomètres de Loches, enfoui dans la campagne vallonnée de Beaulieu-les-Loches, se dresse un site oublié de beaucoup mais redouté par ceux qui connaissent son histoire. Le cromlech de la Croix-Bonin est un cercle de pierres levées, rongé par le temps et la mousse, qui dégage une atmosphère étrange, presque oppressante. Ces pierres, disposées de manière trop précise pour être le fruit du hasard, ont toujours éveillé la curiosité, mais aussi la crainte. L'origine du cromlech se perd dans l'Antiquité. Certains affirment qu'il s'agissait d'un lieu de culte druidique, un endroit où des rituels étaient pratiqués en l'honneur des dieux oubliés. D'autres parlent de sacrifices humains, affirmant que les pierres portent encore la mémoire des âmes qui y ont péri. Ce qui est certain, c'est que le site a toujours été lié à des disparitions inexpliquées. La plus ancienne remonte au Moyen Âge. Un jeune berger du nom de Thomas aurait été envoyé par son père pour surveiller ses moutons non loin du cromlech. À la nuit tombée, l'enfant ne rentra pas. On lança des recherches, fouillant les bois et les prairies avoisinantes, mais il restait introuvable. Ce n'est que 3 jours plus tard que son bâton fut retrouvé, planté droit dans le sol au centre du cercle de pierre. De Thomas, aucune trace. Les siècles passèrent, et l'histoire se répéta. En 1832, un vagabond qui s'était aventuré près du site disparut à son tour. Quelques jours plus tard, son chapeau fut découvert, posé sur l'une des pierres, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait laissé là à dessein. Puis, en 1947, un groupe de scouts, défiant les superstitions locales, décida de passer la nuit au milieu du cromlech. Au petit matin, l'un des adolescents était introuvable.
Ses camarades jurèrent qu'ils s'étaient simplement couchés à leur côté, mais à l'aube, ils s'étaient volatilisés. Aucune trace de lutte, aucun indice. Les recherches mobilisèrent toute la région, mais le garçon ne fut jamais retrouvé. Ce qui troubla les enquêteurs fut le témoignage des autres scouts. Certains racontèrent qu'au beau milieu de la nuit, ils avaient entendu des chuchotements indistincts, comme si plusieurs voix murmuraient en cercle autour d'eux. L'un d'eux prétendit avoir vu des ombres glisser entre les pierres, des formes indistinctes qui s'évanouissaient dès qu'il essayait de les fixer du regard. Aujourd'hui, le cromlech de la Croix-Bonin est toujours là, silencieux, oublié de la plupart. Mais ceux qui osent s'en approcher parlent d'une atmosphère pesante, d'un vent qui semble souffler plus fort autour des pierres qu'ailleurs. Certains prétendent que, si l'on reste immobile au centre du cercle par une nuit sans lune, on peut sentir un frisson glacé remonter le long de l'échine, comme si une présence invisible frôlait votre peau. Les disparitions ont cessé, du moins officiellement. Mais les habitants du village voisin savent qu'il y a des endroits où il ne faut pas s'attarder, où le passé semble vouloir happer ceux qui s'y aventurent trop longtemps. Et le cromlech de la Croix-Bonin en fait partie. La forêt de Chazmet est un lieu mystérieux et imposant, un vaste écrin de verdure situé non loin de la petite ville de Chazmet. C'est un endroit où la lumière peine à pénétrer à travers le dense feuillage des arbres, créant une atmosphère sombre et oppressante. Pourtant, la beauté de ce lieu ne dissimule pas les rumeurs qui l'entourent. Depuis des générations, on raconte que la forêt est maudite, un lieu où des phénomènes inexpliqués surviennent, où le temps semble parfois s'arrêter et où la nature elle-même semble retenir son souffle. L'histoire qui circula au début des années 1970 est l'une des plus marquantes. Cette année-là, un groupe de randonneurs, composé de 3 amis d'enfance, décida de partir à l'aventure dans la forêt de Chazmet. Ils étaient tous 3 des jeunes hommes en bonne forme physique, habitués à des randonnées de plusieurs jours. Ils connaissaient bien la région, mais ils n'avaient jamais osé s'aventurer aussi profondément dans la forêt. Ce jour-là, ils décidèrent de traverser la forêt en suivant un sentier ancien, peu fréquenté, que certains vieux villageois disaient mener à un ancien domaine abandonné. Ils marchèrent toute la journée à travers les bois, s'émerveillant de la faune et de la flore, mais une étrange sensation s'empara d'eux à mesure qu'ils s'enfonçaient davantage. L'air devenait plus frais, plus dense, et l'atmosphère plus lourde. Ils se mirent à discuter de choses banales pour tenter de dissiper ce malaise croissant, mais plus ils marchaient, plus ils avaient l'impression que la forêt se refermait autour d'eux. Les arbres semblaient se pencher un peu trop, les buissons bougeaient comme s'ils avaient une vie propre, et le bruit du vent qui soufflait à travers les feuilles donnait parfois l'impression que des voix lointaines chuchotaient leur nom. Mais ce qui les perturba le plus, ce fut un changement radical de la lumière. À un moment donné, le ciel se coucha subitement, sans avertissement. Il n'y avait pourtant aucun nuage, aucune tempête en vue. La forêt sembla tout à coup plongée dans une obscurité quasi totale, et un silence de mort envahit les lieux. Les 3 amis, effrayés, décidèrent de faire demi-tour, mais en se retournant, ils se rendirent compte qu'ils ne reconnaissaient plus le sentier qu'ils avaient emprunté. Tout semblait changer. Les arbres, qui autrefois formaient des rangées droites et ordonnées, semblaient maintenant tordus, comme si la forêt elle-même avait décidé de les empêcher de repartir. Les randonneurs, perdus, commencèrent à paniquer, réalisant qu'ils n'étaient plus capables de retrouver leur chemin. Leur seule option semblait être de continuer à marcher, en espérant croiser un point de repère. Les heures passèrent, et le groupe s'éloigna encore plus loin des sentiers connus. À un moment, ils entendirent un cri perçant, un cri humain, venant de l'intérieur de la forêt. Cela les arrêta net, le cœur battant dans la poitrine. Ils s'échangèrent des regards inquiets, se demandant si ce cri était réel ou si leur esprit leur jouait des tours à cause de la peur. Ils décidèrent de suivre la direction d'où provenait le cri. Mais plus ils s'approchaient, plus la forêt devenait étrange. Les bruits se modifiaient, se déformaient, et l'air semblait vibrer d'une énergie invisible. C'est lorsqu'ils arrivèrent près d'une petite clairière que l'inexplicable se produisit. Là, ils aperçurent une silhouette étrange, une silhouette humaine, mais lointaine, floue, comme un mirage. Ils s'approchèrent prudemment, espérant trouver une autre âme perdue comme eux, mais la silhouette disparut instantanément dès qu'ils tentèrent de l'approcher. Le silence retomba alors,
lourd et presque palpable. Ils continuèrent à marcher, épuisés et désorientés, quand ils se rendirent compte que les arbres autour d'eux semblaient se déplacer, comme s'ils s'éloignaient chaque fois qu'ils cherchaient à se repérer. Ils étaient désormais totalement perdus, incapables de revenir sur leurs pas, incapables de retrouver un point de repère. Et puis, soudain, l'un d'eux s'effondra, criant qu'il sentait une présence derrière lui. Les deux autres se retournèrent immédiatement, mais il n'y avait rien. Juste un air froid, une brise qui soufflait à travers les branches. Ils le soulevèrent rapidement, mais l'inquiétude se mua en terreur pure lorsqu'ils se rendirent compte qu'ils avaient perdu toute notion du temps. Finalement, après plusieurs heures de recherche désespérées, ils aperçurent, à travers les arbres, une lumière lointaine. Ils se précipitèrent vers elle, espérant qu'il s'agissait d'un village ou d'un refuge. La lumière se rapprochait, mais plus ils s'en approchaient, plus elle semblait les échapper. Et au moment où ils croyaient enfin toucher le bout de cette épreuve, ils se retrouvèrent en un instant à l'endroit exact d'où ils étaient partis, comme si tout avait été un cercle fermé. La forêt semblait les avoir engloutis dans une boucle temporelle, un phénomène qu'ils ne pouvaient expliquer. Ce n'est que le lendemain, épuisés et profondément perturbés, qu'ils sortirent de la forêt, le visage marqué par la peur. Ils n'osèrent jamais en parler à d'autres, de peur de passer pour des fous, mais ceux qui les connaissaient bien remarquèrent vite un changement dans leur comportement. Leur histoire circula néanmoins, alimentant la réputation de la forêt de Chazmet. Depuis ce jour, personne ne marcha jamais plus dans cette forêt sans une forme de crainte, en se demandant si les arbres, les ombres et les bruits mystérieux étaient véritablement les œuvres de la nature ou si quelque chose de plus étrange y résidait, attendant que d'autres viennent perturber son silence. Sous la ville d'Orléans s'étend un réseau de souterrains qui, au fil des siècles, a donné naissance à de nombreuses histoires. La plupart des habitants les connaissent de nom, mais peu osent s'aventurer dans ces galeries sombres où le passé semble s'accrocher au mur. Ces souterrains, en partie oubliés, datent pour certains du Moyen Âge. Ils auraient servi de refuge, de voie d'évasion, mais aussi, à en croire les récits, de lieux de rassemblement clandestins et de rites interdits. Les entrées connues sont rares. Les quelques guides qui organisent des visites en surface évoquent des caves voûtées, des tunnels maçonnés où l'air se fait soudain plus froid. On parle de passages bloqués par des éboulements, de couloirs qui semblent ne jamais finir, et de salles plus vastes, dont la fonction reste un mystère. Mais ce n'est que la partie visible. Selon la rumeur, ces tunnels s'étendraient bien au-delà des cartes officielles, s'enfonçant profondément sous la Loire ou rejoignant d'anciennes carrières oubliées. Certains témoignages sont particulièrement troublants. Des explorateurs urbains, partis à la recherche de frissons, rapportent avoir entendu des bruits inexplicables, des échos de pas venant des profondeurs. D'autres affirment avoir vu, à la lumière de leurs lampes, des inscriptions anciennes gravées dans la pierre. Ces inscriptions, souvent usées par le temps, seraient des symboles alchimiques ou des formules magiques. Il est également question de cercles tracés au sol, bordés de chandelles noircies, comme si des rituels avaient été pratiqués là, loin des regards. Un homme passionné par l'histoire des souterrains prétend avoir découvert une porte massive, scellée par un mécanisme étrange. Bien qu'elle fût solidement fermée, des marques griffées étaient visibles sur la pierre, comme si une créature avait tenté de s'échapper. Il raconta avoir ressenti une peur incontrôlable en approchant, comme si quelque chose, de l'autre côté, continuait de veiller. Quelques jours plus tard, cet homme cessa brusquement ses explorations, refusant de parler de sa découverte. Les archives locales offrent peu de réponses. Certains documents anciens mentionnent des travaux souterrains datant de plusieurs siècles, mais aucun ne détaille l'ampleur réelle de ce qui se trouve sous Orléans. Les autorités ont longtemps nié l'existence de tunnels s'étendant sous le fleuve, pourtant des ouvriers, au début du XXe siècle, auraient découvert par hasard un passage inattendu en creusant une conduite. L'histoire ne dit pas ce qu'ils trouvèrent exactement, mais la zone fut rapidement rebouchée. Aujourd'hui, les souterrains continuent de fasciner autant qu'ils inquiètent. Malgré leur part de mythe, il reste un mystère bien réel. Certains disent qu'en s'approchant de certaines entrées condamnées, on peut entendre un léger souffle, comme un vent qui remonte des profondeurs. D'autres prétendent que les tunnels contiennent encore des reliques d'une époque où la ville cachait des secrets qu'il valait mieux ne jamais découvrir.
Quoi qu'il en soit, les souterrains d'Orléans demeurent un lieu où les ténèbres règnent en maîtresse et où le passé murmure encore, inaudible mais présent. Non loin du village de Descartes, perdu au cœur de la campagne tourangeaise, repose un imposant bloc de pierre que le temps et la mousse ont lentement recouvert. Ce mégalithe, que l'on appelle le Chiou du Feuillet, est l'un de ces vestiges du passé qui échappent à toute explication. Son origine se perd dans la nuit des temps, mais les légendes locales, elles, ont toujours eu une réponse à son mystère. L'histoire la plus connue raconte que cette pierre aurait été lancée là par nul autre que Gargantua lui-même. Selon la légende, le géant, parcourant la région, s'arrêta un jour sur une colline et, pour s'amuser, lança un énorme palais à travers la vallée. Le projectile parcourut plusieurs lieues avant de retomber violemment en pleine campagne, où il s'enfonça dans la terre. C'est ainsi que serait né le Chiou du Feuillet. Mais les anciens du village murmurent une toute autre version, bien plus inquiétante. Ils racontent qu'il ne s'agit pas d'un simple mégalithe, mais d'une pierre maudite, un lieu de culte oublié où d'anciens rites furent jadis pratiqués. Certaines nuits, surtout aux équinoxes, les villageois affirment avoir aperçu d'étranges lumières danser autour de la pierre, des ombres indistinctes tournant en silence comme si elles répétaient un rituel immémorial. Un récit troublant date du VIe siècle. Un berger, curieux d'en savoir plus sur cette pierre dont tout le monde parlait, décida de s'en approcher au crépuscule. Il s'installa à quelques mètres de là, adossé à un arbre, et observa. Au bout d'un moment, il sentit un profond malaise l'envahir, une sensation oppressante, comme si l'air autour de lui était devenu plus lourd. Puis, sans prévenir, il entendit un bruit sourd résonner sous ses pieds, comme si la terre elle-même respirait. Terrifié, il se leva précipitamment et s'éloigna en courant, jurant qu'il ne reviendrait jamais près du Chiou. Au fil des ans, d'autres incidents similaires furent rapportés. Des promeneurs racontèrent avoir ressenti un vertige soudain en s'approchant trop près, comme si une force invisible tentait de les repousser. Certains affirmèrent même avoir perdu la notion du temps, convaincus d'être restés seulement quelques minutes sur place alors que plusieurs heures s'étaient écoulées. Aujourd'hui, le Chiou du Feuillet continue d'intriguer. Officiellement, il ne s'agit que d'un dolmen oublié, témoin d'un passé lointain. Mais les habitants de Descartes, eux, évitent encore de s'y rendre à la nuit tombée. Car ils savent qu'il y a des lieux où l'histoire s'accroche aux pierres et où le silence recèle parfois bien plus que de simples souvenirs. La Brenne, cette région marécageuse et mystérieuse du Berry, est un lieu qui a longtemps alimenté les imaginations des habitants et des visiteurs. Connue pour ses étangs, ses landes et ses vastes forêts, elle est un terrain de jeu idéal pour les mystères et les légendes. Parmi les récits les plus persistants, l'histoire des feux follets en est sans doute l'un des plus anciens et des plus terrifiants. Les feux follets, ces lumières étranges qui flottent dans l'air, sont une véritable énigme pour ceux qui ont eu le malheur de les rencontrer. Leur apparition, souvent la nuit, dans les vastes étangs ou à la lisière des forêts, est décrite comme un phénomène fascinant, mais aussi profondément dérangeant. Les habitants de la Brenne en parlent avec une certaine réserve, comme s'ils avaient été témoins d'un secret ancien que personne ne devait vraiment comprendre. L'histoire qui circule depuis longtemps dans la région parle d'un groupe de villageois, dans les années 1930, qui décidèrent de se rendre en forêt lors d'une nuit particulièrement noire. Ils avaient entendu parler des feux follets et, curieux de découvrir ce phénomène, ils choisirent de s'y aventurer, malgré les avertissements des plus anciens qui leur conseillaient de ne pas y aller. Les plus âgés racontaient que ces lumières n'étaient pas des phénomènes naturels, mais des esprits, des âmes perdues, ou encore des créatures invisibles attirant les imprudents vers des lieux dangereux. Le groupe s'enfonça dans les bois, armé de lanternes et de courage, mais à mesure qu'il marchait, la forêt devenait de plus en plus silencieuse, comme si elle absorbait tous les bruits. Un calme étrange s'était installé, à peine perturbé par le léger murmure du vent. Et puis, soudain, l'un d'eux aperçut une lumière vacillante au loin. Un éclat, d'abord faible, puis de plus en plus intense, flottait au-dessus du sol. D'abord sceptiques, ils s'avancèrent vers cette lumière, pensant qu'il s'agissait simplement d'un reflet ou d'un phénomène lié à leur propre perception. Mais plus ils s'approchaient, plus la lumière semblait s'éloigner. Chaque pas qu'ils faisaient, chaque avancée vers l'éclat,
ne faisait que les mener plus loin dans la forêt, et la lumière continuait de s'échapper. Un à un, les membres du groupe commencèrent à se sentir de plus en plus désorientés. Leurs lanternes vacillaient et les ombres des arbres se tordaient étrangement, comme si la lumière elle-même leur jouait des tours. Ils se mirent à courir après cette lumière, désespérés, espérant enfin la saisir, mais plus ils couraient, plus la lumière semblait les attirer plus loin, les entraînant toujours plus profondément dans les bois. Au bout d'un moment, la situation devint intenable. Le groupe était épuisé, et la peur commença à se manifester. Les lumières vacillantes ne semblaient plus naturelles, et l'atmosphère devenait de plus en plus oppressante. L'un des membres du groupe, un jeune homme qui avait jusque-là montré une grande confiance, s'effondra soudainement, se prenant la tête dans les mains, terrifié par ce qu'il percevait. Il cria qu'il entendait des voix, des murmures qui semblaient émaner des arbres eux-mêmes, et qu'il ne voulait plus avancer. Les autres, pris de panique, tentèrent de l'aider à se relever, mais à peine se retournèrent-ils pour s'éloigner de cette étrange lumière qu'ils réalisèrent qu'ils n'avaient plus aucune idée du chemin qu'ils avaient emprunté. Les bois semblaient les avoir piégés dans un labyrinthe sans fin. La lumière, elle, n'avait pas cessé de les guider, de les manipuler, comme si elle cherchait à les perdre. Puis, dans un ultime élan de désespoir, ils décidèrent de revenir sur leurs pas, mais la lumière, toujours plus lointaine, les poursuivait, insidieuse, prête à les engloutir dans la nuit. Finalement, après ce qui sembla être une éternité, ils émergèrent de la forêt, épuisés, en sueur, et surtout profondément perturbés. La lumière avait disparu aussi soudainement qu'elle était apparue. Ils étaient de retour au bord de la forêt, mais quelque chose avait changé. Leur perception du monde semblait altérée, et une étrange sensation de vide les habitait. Bien que personne ne parle ouvertement de ce qu'ils avaient vécu ce soir-là, tous les membres du groupe étaient convaincus que ce qu'ils avaient vu n'était pas d'ordre naturel. Les feux follets, eux, restaient invisibles, insaisissables, mais leur présence se faisait sentir dans chaque recoin de la Brenne, comme un avertissement, un souvenir d'une autre réalité, une frontière que personne ne devait franchir. Depuis cet événement, la légende des feux follets est devenue plus vivace que jamais dans la région. Ceux qui vivent près des étangs et des marécages parlent de ces lumières avec crainte et respect. Ils savent que certains événements échappent à toute explication logique, que certains lieux sont habités par des forces qu'il vaut mieux ne pas déranger. Et chaque fois qu'un voyageur se perd dans la Brenne, certains murmurent qu'il a peut-être croisé ces lumières, ces feux follets qui attirent ceux qui osent s'aventurer trop loin dans les ténèbres, les perdant dans un tourbillon sans fin, là où le monde réel et le surnaturel se confondent. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.